Bonjour tout le monde. Donc, on va y aller avec pratique de l'examen 2, toujours dans notre petit livre, là, l'IDEC là, de préparation à l'examen du ministère de sciences de 4. Fait qu'on va commencer avec une question numéro 1 qui est intéressante. Donc, pour l'examen du ministère, on veut savoir parmi les centrales électriques suivantes, laquelle fait appel à une source d'énergie non renouvelable. Fait qu'il faut être capable de savoir, donc, dans les types d'énergie, là, énergie, admettons, nucléaire, énergie hydroélectrique, si c'est renouvelable ou non. Fait qu'une centrale hydroélectrique, donc oui, il va toujours avoir de l'eau qui va tomber dans les turbines. Il va toujours avoir du vent, donc c'est renouvelable dans les éoliennes. Il va toujours avoir de la marée dans les océans, fait que centrale marémotrice, oui. Mais centrale, donc thermique, non renouvelable. Tout simplement parce que si c'est une centrale, admettons, donc de combustible fossile ou une centrale qu'on fait brûler, donc du charbon, fait que la ressource première, donc, peut être, dans le fond, là, périmé, périmé, pas périmé, mais peut être là, finalement donc non renouvelable. Donc, on peut en manquer. On peut finir par en manquer. C'est ça que je voulais dire. Numéro 2, on n'a pas d'univers vivant, donc dans l'examen depuis quelques années, fait qu'on ne fera pas la question numéro 2. On n'ira pas donc avec ça. Numéro 3, je la trouve bizarre là, sur le cycle du carbone, mais bien, bien, bien important là, à aller lire sur le cycle du carbone. Mais on peut y aller avec la logique, hein, le cycle du carbone, lequel est représenté donc correctement. Fait qu'admettons, donc un organisme qui libère du CO2. Donc, comme par exemple, donc, la photosynthèse, là, donc une plante absorbe du CO2 pour créer donc du sucre. Puis en même temps, ben, il va faire la respiration donc cellulaire. Fait que, il y en a comme un puis deux là, qui fonctionneraient donc logiquement. Sinon, les autres, là, ça serait un petit peu bizarre, mais ce ne sera pas le même genre de questions avec des flèches comme ça. Mais il faut aller lire sur le cycle du carbone, ça c'est sûr. Il y a souvent des questions donc, sur le cycle du carbone. Numéro 4, on veut savoir donc là je tourne la page, là. C'est pas une question qu'on aurait, là, sur la majorité des territoires donc, québécois, les vents dominants. Il n'y aura pas de question sur les vents, sur les fronts froids, sur les fonds chauds, fait qu'on va passer ça. On va s'en aller donc au numéro 5. Donc, on veut savoir quelle est la concentration exprimée en pourcentage. Nous autres, ça va être un petit peu plus en ppm, mais en pourcentage, on se rappelle là, que concentration, c'est toujours à la masse, donc sur le volume. Fait qu'ici, ben, la masse, je ne lis même pas, là, donc est de 30 grammes. Le volume est de 600 millilitres, comme ça ici. Fait que nous autres, si on veut l'avoir en pourcentage, je n'irai pas avec la formule, je vais tout simplement aller mettre ça sur 100. Puis on sait qu'avec les pourcentages, je travaille avec des grammes en haut, des millilitres en bas, c'est bien correct. Fait que je vais aller chercher ici sur 100, qu'est-ce que ça va donner. Puis si on n'utilise pas la formule pour avoir tous nos points, si admettons que ce sera un problème à démarche, il faut faire le calcul. Fait qu'on va aller mettre 30 grammes fois notre 100 millilitres. Je divise par mon rejet, par mon 600 millilitres, et ça me donnerait 5 grammes. Ben, c'est 5 grammes, mais on sait que c'est 5 grammes dans 100 millilitres. Fait que ça, c'est sûr que c'est 5 Numéro 6, ça se peut qu'on ait une question comme ça. Ça, c'est le fun parce que c'est un petit jeu, là, un petit jeu de couleurs. Fait que le tableau suivant montre les couleurs que prennent le méthyle orange et le bleu de bromothymol, donc deux indicateurs dans une solution. Puis on fait varier donc les solutions d'un pH de 0, c'est l'échelle pH, là, jusqu'à un pH donc de 14. On nous dit, si une solution devient rouge en présence du méthyle orange c'est comme une espèce de petit papier pH, là, finalement, mais c'est en liquide, là. Fait que rouge, 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 rouge pour le méthyle orange, c'est de là à là. Sinon, ben, il va tomber orange de 3 à 4 points quelques. Puis ensuite de ça, il va virer jaune. C'est pas ça qu'on veut. Puis, il devient jaune comme ça en présence du bromothymol. Fait que jaune en présence du bromothymol. On veut savoir quel pourrait être le pH de cette solution. Fait que c'est comme un peu au primaire, là, quand on faisait un jeu d'ensemble avec les diagrammes. Là. Fait qu'on va aller voir où est-ce qu'on a du rouge, puis à la fois du jaune. Fait que du rouge et à la fois du jaune, c'est ici. Fait que ça tournerait finalement donc dans un pH là, de 0 à 3. Fait qu'autrement dit, ça sera un acide fort, parce qu'on se rappelle que acide, c'est neutre. Plus on s'en va comme ça vers le 14, plus c'est basique. Et plus on s'en va
vers le 0, plus c'est acide. Fait que c'est sûr que plus qu'on s'en va par là, c'est fort en acide. Plus on s'en va par là, plus c'est fort, donc en base. Fait que c'est sûr qu'on ne pourrait pas y aller donc avec une base. Ça serait vraiment donc un acide. Et en plus, ben, ce ne serait pas 4, là, ce serait un acide fort. Fait que l'acide acide fort, donc c'est 2. Genre de numéro qu'on pourrait avoir l'examen, c'est super bon. On veut savoir laquelle des équations est représentée donc correctement. Fait que là, nous autres, ben, on va y aller avec elle qui marche, là, donc celle-là. Fait que ça, c'est un groupement. Fait qu'on a un groupement avec du H 4 fois, puis du N 2 fois. Fait que c'est correct, là, du N2H4. Puis on en a juste une molécule de dessinée. On a une molécule de dessinée aussi de OO. Donc, pour vrai, ça serait une liaison donc double. Fait qu'on aurait donc ici notre plus une molécule de O2. Ici, toujours, donc, une molécule, on a du N avec du N greffé ensemble, donc liés ensemble par une liaison donc ionique. Fait que ça serait dans le fond du N2. Et ici, on a deux molécules de H2O. H2O une fois, H2O deux fois. Fait qu'on a comme deux molécules de H2O. Fait que c'est pour ça qu'on va aller mettre un petit 2 ici. Puis les autres, c'est des petits 1. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mis. C'est très laid. Fait qu'on y va avec le B. On s'en va de l'autre côté avec notre numéro 8. Dans l'univers vivant, les plantes. Oh, OK, mais ça passe, c'est pas en lien avec l'univers vivant. Donc, j'ai un petit bug là. Les plantes vertes ont la propriété de produire de la matière, blablabla, organique grâce à la photosynthèse, qu'on a la réaction donc ici. Puis là, nous autres, on veut savoir quel coefficient devrait-on placer devant le O2. Fait qu'autrement dit, là, quel coefficient que je devrais placer ici pour que l'équation soit balancée. Fait que là, c'est un balancement d'équations, ça n'a rien à voir avec l'univers vivant finalement. Fait qu'on va aller voir le nombre de carbone, d'oxygène, puis d'hydrogène, carbone, oxygène, hydrogène qu'on a avant et après la flèche. Fait que carbone, on va aller faire 1 fois 6 qui va donner 6. Pour l'hydrogène, ben c'est sûr que je vais faire 6 fois 2, c'est tout le temps le coefficient en avant, le gros chiffre en avant de ma molécule, fois le petit indice, le petit chiffre plus bas, donc en indice, là, 6 fois 2 qui va donner 12. Puis l'oxygène, on fait attention, il y en a là, puis il y en a là. Fait que c'est 6 fois 2 qui va donner 12, plus un autre 6 ici, là, parce que c'est 6 ici, donc fois 1, là. Fait que 12 plus 6 qui va donner donc 18. C'est lui, de toute façon, qu'on voulait aller chercher, puisque c'est juste pour l'oxygène là, qu'on va aller chercher ça ici. Ensuite de ça, donc, on a 6 atomes de carbone. L'hydrogène, ben, c'est correct, donc on en a 12. Puis, qu'est-ce qui nous intéressait, nous autres, c'est le chiffre avant l'oxygène, là. Puis, on veut absolument en avoir 18. Puis, nous, de l'oxygène, on a une grosse molécule ici. 1 fois 6, on a déjà 6. Fait que 6 plus quoi, finalement, là, qui va donner donc 18. Fait que c'est voyons, c'est 12. Mon Dieu, je cherchais mon chiffre. Donc, c'est 12. Puis, 2 fois quoi qui va donner 12? Bien, c'est 6. Fait que là, si je vérifie, ça marche, là. 6 fois 2 qui va me donner 12, plus ces 6-là ici. J'en ai 18, donc c'est correct. Fait que c'est de balancer l'équation, finalement, qu'on voulait. Numéro 9, on veut savoir quel élément dont le symbole est entouré de 5 points. Ah, si on a la notation de Lewis, vous savez, là, notation de Lewis, là, c'est comme sous forme d'un carré, là. J'aurais comme 1, 2, 3, 4, 5 électrons de valence. Fait que si j'ai 5 électrons de valence, le carré n'est pas là, ça serait que mon élément serait dans la famille, comme ça ici, 5. La famille 5, là, c'est les colonnes. Puis en plus, on nous dit que, et dont le noyau de l'atome est entouré de 3 couches électroniques. Tu sais, on aurait là le noyau là, avec ses protons plus, là, 3 couches électroniques. Fait que ça veut dire qu'on serait dans la troisième période. Puis là, facile, on s'en va dans la famille 1, 2, 3, 4, 5, puis 1, 2, 3, troisième période, puis ça correspond à laquelle? Ça correspond au P, au phosphore. Numéro 10, lequel des énoncés suivants? Ça, c'est important à connaître famille, électron de valence, période, tout ça, c'est important. Lequel des énoncés suivants concernant la classification périodique est vrai?
Fait qu'on nous dit que les éléments, on va y aller avec ce qui est vrai, puis après ça, on va y aller avec ce qui est faux. Les éléments d'une même période ont tous le même nombre de couches électroniques. C'est vrai parce que dans une même période, en période 1, période 2, période 3, dans le tableau périodique, on a tout le temps le même nombre de couches électroniques. Ça donne le nombre de couches électroniques. Numéro C, les éléments d'une même famille. Les familles, là, c'est les colonnes, là, ont tous le même nombre de couches électroniques. Mais non, ils ont le même nombre d'électrons de valence. D'électrons de valence. Les familles, là, en chiffres romains, ça me donne le nombre d'électrons qu'il y a sur la dernière couche. Numéro B, les éléments d'une même période. Période, là, on se rappelle que c'est les lignes horizontales, ont tous le même rayon atomique. Mais non, ils ont tous le même nombre de couches électroniques. Parce que, tu sais, ce n'est pas le même rayon atomique, parce que pendant une période, on n'a pas le même nombre de protons. Puis en A, les éléments d'une famille ont tous le même rayon atomique. Non. Rayon atomique, de toute façon, on n'a pas appris ça donc en ST, là. Donc, c'est la même période. Fait que ça serait, donc, les rayons atomiques, là, dans le fond, là, les éléments d'une même famille ont tous, donc, le même électron de valence. Ce serait plus ça. Le même nombre d'électrons de valence. Le rayon atomique, ce serait plus donné par la période. C'est ça que je voulais dire. Numéro 11, lequel des énoncés se rapportant à un circuit électrique dont les éléments sont branchés en parallèle est vrai? Là, on a un peu de ST, un peu de STE, donc mélangé. Là. Si on se rappelle que j'avais fait un petit tableau de résumé là, en série, puis en parallèle, c'est pas pareil pour l'intensité de courant qui est en ampères, puis la différence de potentiel qui est en volts, puis la résistance qui est en ohm. Hein? C'est vraiment pas la même chose. On s'était dit que, regardez bien, en série, l'intensité de courant est égale. Fait qu'en série, l'intensité du courant est égale, puis c'est le contraire pour les autres. Comme ça. Pour la résistance équivalente, ben, en série, il faut additionner donc les résistances équivalentes. Pour avoir la résistance équivalente, il faut additionner toutes, donc les résistances. Je vais mettre 3 petits points. Puis en parallèle, ben, il faut additionner l'inverse de toutes les résistances pour donner la résistance équivalente. Mais ça, c'est plus du STE. Nous, là, en ST, là, c'est plus ça, là, ST. Il faut donc retenir là, pas mal plus. Ici. Ça, c'est un S, un T. Là. Il n'est pas beau, là. ST, comme ça ici. Fait qu'on nous dit, les éléments d'une même, la différence de potentiel est la même aux bornes de chacun des éléments. Fait que oui, parce qu'on se les dit là, ici. Oui, comme ça ici. L'intensité de courant est la même dans chaque élément du circuit. Non, parce que c'est en série qui est la même. Nous autres, ben, l'intensité de courant en parallèle, ben, parce que nous autres, on s'intéresse en parallèle, s'additionne. En B, la résistance équivalente du circuit est la somme des résistances individuelles, donc des éléments du circuit. Non, parce que ce n'est pas la somme directe, c'est la somme de l'inverse. Puis le potentiel, donc électrique, se distribue dans chacun des éléments du circuit et la somme des potentiels est égale au potentiel de la source. Non, parce que le potentiel électrique en parallèle y est égal. Puis numéro 12, ça me surprendrait qu'il y ait des questions comme ça, parce qu'il y a trop de STE. Là. Fait que ça, on va comme laisser faire. On n'apprend pas par cœur, ça, c'est sûr. On nous dit ici, par grand froid, il est conseillé un chauffe-moteur pour faciliter le démarrage d'une automobile. D'utiliser un chauffe-moteur, excusez, pour démarrer l'automobile mieux, autrement dit le plugger. Combien coûtera l'utilisation d'un chauffe-moteur de 750 watts pendant 3 heures à raison de 8 sous le kilowattheure? Alors, on va aller, c'est une question pas pire ça, donc on va aller utiliser donc, la formule de l'énergie. Tiens, je vais l'écrire ici. Énergie est égale à la puissance fois le temps. La puissance est en watts, donc ça, il faut s'en rappeler, 750 watts, fois le temps que je vais laisser en heures, parce qu'on sait que c'est 8 sous à toutes les fois que je consomme un kilowatt-heure. Fait que je vais aller en heures, genre 3 heures. Faites attention, des fois, donc les chiffres, là, ils sont en mots. Ce qui va donner
je vais aller tricher, là, je vais aller voir ma réponse. 2250 Wh. Puis nous autres, ce n'est pas 8 sous le Wh, c'est le kilowattheure. C'est comment que je vais faire pour envoyer ça en kilowattheure? La même affaire, hein, quand je m'envoie tout le temps en kilos, je divise donc par 1000. On va mettre d'une autre couleur, ça va être moins mêlant. Je divise par 1000, donc je tasse ma virgule de 3 ou je pitonne sur ma pitonneuse. Ça va donner 2,25 kWh. Et je vais faire fois 8 sous, ce qui va faire que je vais avoir mon 18 sous. Mon 18 sous, je suis rendu pogné pas mal, là, qui est en B ici. Et voilà. Il faut faire attention, hein? Donc, il faut vraiment aller le mettre en kilowattheure. Fait qu'il faut vraiment savoir que de watts à kilowatt, à savoir donc par cœur, donc on divise par 1000, c'est comme de mètre à kilomètre. Oups, j'ai passé un peu trop donc de questions. On s'en va ici au numéro 13. On a toujours une question donc avec un fil, la règle à main droite, puis une petite boussole, là, souvent. Là, fait qu'on va on va la faire comme il faut. Fait qu'on nous dit, le schéma suivant représente une boussole qui est ici, là, qui est placée donc au centre d'une feuille. Il y a des petites tiges donc, qui passent, puis on a le courant là, qui va passer donc, dans ces fils de métal-là. Puis là, on veut savoir comment que la boussole va être orientée donc au niveau du nord. Fait que première chose à savoir, par cœur, c'est que le courant électrique, il va toujours du plus au moins. Ça, c'est une convention. OK? Fait que ça veut dire que il va du plus comme ça jusqu'au moins. Fait que si on ne nous l'avait pas donné, ben, il aurait fallu donc le savoir. Mais là, c'est donné, on est correct. Après ça, que les lignes de champ magnétique pour la boussole, champ magnétique pour la boussole, ils vont du nord au sud. Ça, il faut le savoir. Autrement dit, là, moi, je me mettrais une petite note, là. Souvent, ça nous démêle pas mal, là. On va aller dire que le pôle nord de la boussole, le pôle nord de la boussole pointe toujours, pointe toujours dans la direction, comme ça ici, des lignes de champ magnétique. Des lignes de champ magnétique. Autrement dit, là, ça veut dire que le nord, là, il va dans le même sens que le courant, les champs magnétiques. Ouf, là, nous autres, on va prendre la règle de la main droite, hein? Ça, c'est sûr. Fait qu'on va aller s'écrire règle de la main droite. Règle de la main droite. Si vous voulez aller réviser tout ça, là, page 103, là, dans vos notions. Fait que, hey, mon Dieu, tentative de dessiner une main, là. Fait que ça veut dire que j'aurais comme ma main comme ça, avec mon poignet. Mon pouce, donc, serait ici. Oh, que c'est là, mon affaire. Je ne verrais pas mes doigts. On a comme mon petit texte, donc, ici. Fait que ça veut dire que l'enroulement est boboy. Au pire, là, prenez votre feuille, là, puis mettez-la à plat, là. Ça va être plus facile. On dirait qu'on le voit mieux, là, quand c'est en 3D. Fait que ça veut dire que les lignes de champ vont tourner comme ça. Ils vont tourner, dans le fond, comme ça, dans ce sens-là. OK? L'autre bord, bon, fait que ça veut dire que mon pouce est vers le haut. Ah là, ça va être un peu plus facile, on dirait, donc à dessiner. Je vais aller dessiner mes doigts, comme ça. Je vais aller me mettre du Kitex, de même, comme ça, donc ici. Fait que ça veut dire que l'enroulement, là, elle se ferait dans l'autre sens. Je vais aller faire l'enroulement d'une autre couleur, tiens, en bleu, de même, comme ça. Fait que ça va se faire de ce côté-là. Ping, ping, comme ça. Si j'exagère, regardez là, mes ronds, là. Admettons celui-là, là, je te le mets gros, là. Je l'enligne de même. Puis celui-là, là, je le mets gros, là, pour savoir la boussole, qu'est-ce qu'elle va faire, là, comme ça. Ah ben, Colin. Lui tourne par là, lui tourne par là. Puis on nous dit que la boussole, là, elle va pointer dans le même sens que le champ magnétique. Fait que le champ magnétique, les deux rendus là, ils vont faire ça de même. Fait que ça veut dire que le nord, il va être ici, puis le sud va être en haut. Fait que le sud, dans le fond, va pointer vers le B. Comme ça, tout simplement. Il faut le savoir, hein, mais il faut être capable de faire ça.
On veut savoir lequel des propriétés suivantes n'est pas une propriété de l'aluminium. Bien, l'aluminium, là, il n'y a pas, on dit que sa grande résistance donc électrique, là, c'est un bon conducteur. Fait que l'aluminium, si c'est un bon conducteur, ben, c'est pas un c'est pas il ne va pas offrir une résistance, là, il ne va pas être isolant. C'est un bon conducteur. Fait que ça veut dire que c'est ça, finalement, là, qui n'est pas bon. Toutes les autres, c'est correct pour l'aluminium. Donc, ça résiste à la corrosion. Donc, il est inoxydable. Il est capable de s'étirer sans se rompre. Donc, il est ductile. Puis, ben, il est très léger. Fait qu'il y a une faible masse volumique, une faible densité. Numéro 15, oh, je ne pense pas qu'il y ait des problèmes avec le disjoncteur, là. Fait qu'on va le passer, celui-là. Après ça, on s'en va donc de l'autre côté, ici. On veut savoir, vous versez du vinaigre dans un bécher, vous vérifiez sa conductibilité électrique en y plongeant donc 2 électrodes reliées à une source de courant continu et à une ampoule témoin. Celle-ci s'allume indiquant que le vinaigre acide acétique est un électrolyte. Vous plongez ensuite les électrodes dans une solution de NaCl ayant la même concentration que le vinaigre. Vous observez que dans ce cas-ci, l'ampoule est beaucoup plus brillante. On veut expliquer cette différence de brillance entre l'ampoule, même si les deux, ben, c'est sûr que c'est des électrolytes. Fait que le vinaigre, l'affaire, c'est que c'est un électrolyte faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, un électrolyte faible, c'est qu'il y a peu de molécules qui vont s'ioniser. Peu de molécules qui s'ionisent. S'ionisent, là, s'ionisent, ça veut dire qu'ils vont se séparer en ions. Dans ce temps-là, l'intensité du courant, est comme moins fort, moins forte. C'est pour ça que ça l'allume moins. Fait qu'on va avoir une ampoule là, qui va être un petit peu allumée, mais pas tant. Le contraire, donc pour le vinaigre, ben, c'est tout le contraire. Ça le dit. Donc, c'est un électrolyte fort. Puis tantôt, c'était faible. Fait que ça veut dire que presque toutes les molécules vont s'ioniser, pratiquement à 100%, puis l'intensité du courant va être forte. Fait que c'est vraiment donc le contraire. De toute façon, c'est bien écrit donc dans le corrigé. Numéro 17, donc on a un petit triangle de feu. Toujours une question de triangle de feu. Le fait d'oublier une huile à friture sur un élément chauffant d'une cuisinière peut avoir des conséquences catastrophiques en vous référant au triangle de feu. Que représente la température 350 degrés Celsius, une propriété caractéristique de l'huile végétale? Ça représente sa température, son point d'émission. Autrement dit, là, point d'émission, c'est la température à laquelle que si elle s'élève donc plus haut, ça va pogner en feu. Numéro B, pour atteindre une flamme provoquée par la surcharge d'huile végétale, on place un couvercle sur le contenant. Quelle composante du triangle de feu élimine-t-on? C'est le comburant. Ça, il faut savoir par cœur. Il faut savoir par cœur que le comburant, c'est l'oxygène. Le O2, ça c'est une parenthèse, là. Comme ça ici, là, parenthèse O2. Fait qu'on empêche l'oxygène de l'air. Il ne faut pas dire que l'air n'entre pas en contact. Ce n'est pas l'air qu'il faut dire. Il faut dire que c'est l'oxygène qui n'entre plus en contact avec notre huile, là, avec notre combustion. Donc, le O2, le dioxygène, c'est le comburant. Ensuite de ça, on s'en va de l'autre côté. On a une illustration, donc ici, fait qu'on a du HEL tout près, là, dans un petit compte-gouttes à s'en aller dans le NaOH. On l'envoie, puis on remarque que la balance n'a pas changé, que c'est autant pesant, donc des deux côtés, avant puis après la réaction. Comment ça? Fait que c'est ça qu'on veut savoir. Fait qu'on nous dit que quelle loi se trouve confirmée par cette expérience? Bien, c'est la loi de conservation de la masse. Les réactifs et les produits sont autant pesants l'un que l'autre. Quel est l'illustre chimiste dont le nom est associé à cette loi? C'est Antoine Laurent de Lavoisier. Antoine Laurent de Lavoisier. Souvent, on va l'appeler Lavoisier. Comment se nomme le type de réaction qui se produit dans cette expérience? Bien, c'est une réaction de neutralisation ou neutralisation
acido-basique. Écrivez l'équation. Ça, c'est intéressant. Donc, on va aller écrire qu'on a pris du HCl mélangé avec du NaOH qui va donner du NaCl. J'explique pourquoi j'ai pris du NaCl, plus de l'eau, comme ça. Fait qu'on a toujours une acide. On se rappelle, ça, c'est l'équation globale d'une neutralisation, plus une base qui va donner tout le temps un sel plus de l'eau. Fait que l'eau, c'est du H2O. Fait que pour savoir mon sel, c'est ça qui est un peu plus tannant. J'enlève un H, un autre H, H2O. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste le ClNa. Pourquoi j'ai mis le Na en premier, le Cl en deuxième? C'est parce que je vais toujours mettre le métal suivi du non-métal. Donc, je vais tout le temps prendre dans le tableau périodique qu'est-ce qui vient avant, comme quand j'écris. Quel est le pH contenu de l'Erlenmeyer si la réaction est complète? Bien, ça va donner à la fin, ça ici, là, une solution qui est neutre parce que ça va être neutralisé. Fait que dans ce temps-là, le pH va être de 7. Ça nous fait une belle révision. Numéro 19, on veut dessiner donc l'atome de lithium. Fait que si admettons là, que je m'en vais dans le tableau périodique, je repère l'atome de lithium, c'est le Li. Je vais aller le mettre donc un peu plus gros. Là. On va se mettre de la place. Là. Fait que c'est le Li. Le Li, c'est le troisième élément, c'est le numéro atomique. Ça va être écrit un petit lithium en dessous. Puis on va avoir donc sa masse, qu'on s'en fout un peu, là, parce qu'on n'a pas besoin de calculer le nombre de neutrons. Cet élément-là est dans la famille. Si on va voir en haut de la colonne, la famille 1 ou 1A là, du tableau périodique, ça veut dire qu'il va avoir donc un électron de valence, puis il va être dans la période 2. Période 2, autrement dit, la rangée 2. Fait que dans le fond, mon atome de lithium, Li, a 3 protons, ou 3 charges protons plus, comme vous voulez, donc dans le noyau. Il va avoir, vu qu'il est dans la période 2, 2 couches électroniques. Sur la première, il y a toujours une capacité de 2. Et sur l'autre, il y a une capacité maximale de 8, puis les autres aussi, là, 2, 8, 8, 8, 8. Pour vrai, il y en a qui c'est plus, là, mais pour le besoin de la cause, nous autres, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Fait que ça veut dire que si je veux me rendre, dans le fond, à 3, parce que j'ai 3 protons, 3 plus, je suis censé avoir 3 électrons aussi. Fait qu'il m'en manque un électron, donc ici. De toute manière, je le sais qu'il est dans la famille 1. La famille 1 représente le nombre d'électrons sur la dernière couche, qu'on appelle donc les électrons de valence. Fait que ça, c'est pour l'atome, finalement, de lithium. Je ne suis pas obligée d'écrire lithium. Là, je peux écrire 3P+, là, pour dire que j'ai 3 protons. À quelle famille appartient cet élément? Bon, on vient de le dire, c'est la famille 1. Mais quand la famille a un nom particulier, comme là, c'est la famille des alcalins, on va l'écrire. Quelle est sa masse atomique? Sa masse atomique, bien, c'est donné ici dans le tableau périodique. Là, son indice, c'est U. C'est comme un poids, là, dans le fond. Là, une masse, 6,94 U. C'est donné dans votre tableau périodique. Fait que ça, ce serait facile. On nous dit ici, vous frottez donc un peigne en plastique. Oh, vous allez me dessiner un peigne comme ça, donc en plastique. C'est avec des petits dents, il est vraiment laid. Et une pièce de tissu en laine. Puis, vous approchez la partie frottée du peigne d'une petite sphère qui est suspendue, chargée négativement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comme ça ici. Fait que là, nous autres, on vous donnerait la liste d'électrostatiques. Puis, vous verriez que c'est le plastique qui va avoir davantage tendance à aller chercher donc les électrons. Fait que ça, il faut le savoir. Fait que le plastique, lui, il va aller chercher, il est plus fort, là. Donc, les électrons de la laine. Fait que le plastique va devenir chargé négativement, la laine, donc positivement. Puis là, nous autres, on veut approcher le peigne de la sphère. Fait que si on approche le peigne de la sphère, le peigne, on a dit, hein, il est lettre, là, mais en tout cas, il est négatif. Ça, c'est négatif aussi. Fait que deux signes semblables, qu'est-ce que ça va faire? C'est comme nord-nord, sud-sud, bien, ça va se repousser. Repousse. Fait que le peigne va repousser la petite bille. B. Vous répétez l'opération en plaçant le peigne, en remplaçant le peigne par une cuillère de métal, donc qui est conducteur. Que se passe-t-il? Fait que là, ça, c'est une pogne, parce qu'une cuillère donc, de métal, ça ne fait pas partie de la liste électromagnétique.
du magnétisme, parce que l'affaire, c'est que, vu que c'est en métal, tout simplement, il ne va rien qui va se passer, parce que le métal étant conducteur, ben, il n'y a aucune charge finalement, donc qui va voyager. Donc, il va y avoir un transfert de charge quand même entre la cuillère et la laine. Mais le métal dans la cuillère, là, vu que le métal, une cuillère, c'est fait avec un métal, donc conducteur, les charges vont s'écouler donc vers la main qui va tenir, donc admettons, donc la cuillère. Puis, ben, il n'y a rien qui va se produire. Donc, il n'y aura pas d'influence finalement donc, sur la sphère. La cuillère ne sera pas chargée négativement ou positivement. C'est pour ça que on met des cuillères donc, en métal là, pour pas là, que ça fasse de l'électricité donc statique, là, comme on pourrait dire. Fait que c'est ça un peu qu'il faut expliquer donc, dans nos mots, qu'est-ce que je viens de vous expliquer. C'est écrit là, vraiment bien là, dans votre corrigé. Dernier numéro, bon numéro, toujours avec soit un graphique, soit donc un schéma donc, électrique ou un tableau. Fait qu'on vous remet une pièce de métallique en vous demandant si elle pourrait être utilisée dans un circuit électrique comme résistor. Fait que la pièce, là, elle est ici, c'est ça. On veut savoir si ça pourrait servir de résistor, de même. C'est-à-dire comme élément de circuit qui respecte la loi de Ohm. Que c'est ça, la loi de Ohm, c'est U est égal à RI. Vous avez monté le circuit suivant, vous avez obtenu les résultats qui sont là. On veut donc savoir si cet élément respecte la loi de Ohm. Fait qu'on va aller tout simplement avec le tableau, dessiner donc notre graphique. Fait qu'on va aller mettre l'intensité. On aurait pu faire le contraire, là. L'intensité du courant ici en ampères. Pour avoir tous nos points, ben, on mettrait un titre. Intensité du courant en fonction, il faut aller voir dans le corrigé, j'écris mal, là, de la tension. Nous autres, la tension, ben, on va y aller plus avec la différence de potentiel. Hein? Puis on sait que la tension, ben, c'est en volts. On va commencer donc notre graphique à 0, ça c'est sûr. Moi, je vais en passer 4. Là. 1, 2, 3, 4. On va mettre un 1. 1, 2, 3, 4. On va mettre un 2. 1, 2, 3, 4. On va mettre un 3. Puis 1, 2, 3, 4. Il me semble que j'en ai passé plus. 1, 2, 3, 4. Ah, maudine. Je me suis comme trompée là, pour les autres affaires. Là. Et boy. Comme ça, on va le déplacer donc ici. On va aller le déplacer. Hop, 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 comme ça. Fait que tiens, en volts. Fait qu'on en a 0. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 2. 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 4. Puis on va faire la même chose de l'autre côté, là, mais on va graduer différemment. 1, 2, 3, 4. On va mettre 0,10. 1, 2, 3, 4, 0,2. C'est la même chose. Hein? 1, 2, 3, 4, 0,3, puis ainsi de suite. Fait que là, on va placer notre point 0, 0. On va aller placer notre point 2, 13. Donc, 2 un petit peu plus, là, qui va donner là, 2, 13 à peu près là. Après ça, 3, 0,19. 3, 0,19. Mon Dieu, mes points sont vraiment en lettres. Comme ça ici. Ensuite de ça, 3,5, 0,23. 3,5 que je monte là. 0,23, ça sera à peu près là. Puis mon 4,27. 4,27, donc à peu près donc ici, là, comme ça. Fait que si je trace une ligne avec une règle, qu'est-ce que moi je ne ferais pas, là? Ben, c'est sûr que ça donne une belle ligne droite. Fait qu'on voit que tension et intensité de courant sont directement proportionnelles. C'est une pente constante. La résistance est constante. Fait que oui, c'est respecté, c'est correct. On écrit un gros oui. Il faut toujours répondre à la question. Donc, toujours quand on a fini, aller répondre à la question. Puis, on pourrait aussi vérifier, tu sais, là, en faisant là, comme ça, on a calculé le R. Là. R est égal à U sur I. Là. Donc, je pourrais faire U divisé par I, U divisé par I, U divisé par I. Puis, ça donne, admettons, pas mal, donc les mêmes résultats. Bien, ça veut dire que c'est respecté, mais là, il faut y aller donc avec les graphiques. Je vais aller le calculer, voir 2 divisé par 0,13 qui donne environ donc 15. 3 divisé par 0,19 qui donne environ 15, 15,7, là, c'est correct. 3,5 divisé par 0,23 qui donne environ 15. Puis 4 divisé par 0,27
qui donne environ 14,8, donc environ 15. Fait que ça donnerait toujours donc environ 15 si admettons que 15 ohms, comme ça ici. Si admettons que je divise, bien pas le 0, là, mais je divise le U par le I pour me donner comme ça ici, là. Donc, c'est un gros divisé. Donc, je vais mettre mon divisé là, divisé là, divisé là. Ça va toujours me donner environ 15. Et voilà pour l'examen 2. On se revoit pour l'examen 3. Je vous ferai un autre petit vidéo. Puis on entend la cloche sonner justement.